Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo du 10 septembre. Hier, on a eu une belle impulsion, on a eu beaucoup de verts sur le marché, des très bonnes performances, que ce soit sur le BTC, ETH ou aussi sur quelques altcoins qu'on surveille de manière générale. Donc on va aller passer les graphiques, voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on est vraiment bullish? Est-ce que le retour du vert il est durable? Ou est-ce que c'est plutôt un bull trap, etc. Donc on commence directement avec la map des cryptos. On voit que c'est une map qui est de plus en plus intéressante, hein. Tous les jours, on commence à avoir du vert de plus en plus. Donc, clairement, je pense qu'on est en train de voir un momentum qui est en train de changer. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des performances comme ça, même si, vous allez le voir pendant la vidéo, rien n'est encore fait, c'est pas du tout encore gagné, c'est pas le moment de turn super bullish, etc. Même si moi-même, je suis plutôt bullish, faut quand même prendre des précautions, gérer les émotions, parce que la guerre n'est pas du tout encore gagnée, et après 4-5 mois de rouge vif, de rouge violent, bah oui, on sent un momentum, soit de baisse qui arrive plutôt à sa fin, ou soit un changement carrément de momentum, et on se dirigerait plus vers un marché bullish, mais on va voir que sur les graphiques quand même, c'est pas fait. Donc chose assez rare, c'est on voit BTC, qui a fait une performance de plus 4%, c'est vraiment bien. Kaspa, Tao, Fetch, tout ça c'est des grosses performances. On a quand même pas mal d'altcoins, hein, toujours. Il y a encore avec Dodge, WIF, PP, donc vraiment les altcoins ils se calment jamais en fait. C'est ce qu'on se disait à la fin, vers mars-avril, on se disait ça c'est un signe de top, et ce serait bien qu'après la grosse correction, on reparte et on connaisse une cyclicité qui est normale, c'est-à-dire BTC, ETH, grosse cap, mid cap, et ensuite les mêmes coins en fin de bull run pour vraiment annoncer le top. Au final, il s'avère que les mêmes coins, ça se trouve, ça va être une catégorie, et ça s'annonce comme ça, comme l'IA, comme les DePIN, comme les RWA. En fait, pendant tout le bull run, ça va performer tout du long et pas uniquement à la fin. Alors, performance notable, c'est Fetchai ou ACI Alliance, je ne sais pas comment on prononce, qui passe en 24e position. C'est vraiment un truc de dingue. Il a surperformé durant les 2-3 dernières semaines. À chaque fois, je les vois souvent côte à côte avec Tao, mais lui, il a vraiment beaucoup mieux performé. Et il y avait un léger flou, on va dire, suite à l'alliance du coup des trois anciens projets. Il semblerait que ces quelques interrogations se soient levées et que maintenant il ait gagné la confiance des investisseurs. Après, je me demande qui investit là-dessus, parce que sur mon feed Twitter, je le vois plutôt peu, alors que j'ai un feed quand même vachement basé à IA et crypto, tu vois. Après, est-ce que c'est parce que je vois que du Tao que je vois pas de Fetch? Dites-moi vous si vous en voyez beaucoup passer. Mais bon, de mon point de vue en tout cas, qui se trouve est faux, j'ai plus l'impression que c'est beaucoup de retail qui sont dessus et des gens qui, entre guillemets, ne savent pas trop ne savent pas trop ce qu'ils font. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Mais depuis le dernier mois, on va dire, c'était le choix gagnant, puisqu'il a extrêmement bien performé et il est au top du top 20 crypto, tout simplement. Ensuite, on a Kaspa, pareil, qui a fait des performances de dingue, qui est à la 21e place. C'est intéressant de voir les places quand même, parce que ça représente tout simplement la surperformance ou la sous-performance d'un actif comparé au top 50 ou au top 100. Ça dépend, donc c'est quand même vraiment, vraiment pertinent. Et ça m'a fait repenser au moment où, avant cet été, on avait Tao aux alentours des 205, aux alentours des 20, de la 25e, entre 25 et 30e place. Et on avait Kaspa qui allait s'enlever du top 50 carrément, qui sous-performait de dingue, et maintenant c'est l'inverse. C'est-à-dire que Kaspa a fait une performance de ouf, a super bien tenu les périodes de rouge, et Tao il s'est fait déchirer. Et t'as aussi une période où ils sont souvent côte à côte chacun. Donc là, soit Kaspa va aller vers la 40e place, ou soit Tao va aller vers la 20e place, et je suis clairement favorable au deuxième scénario. Au niveau des volumes, retour pas stable, mais retour lent, on va dire, à des volumes assez gros, avec BTC aux alentours des 33 milliards de dollars et Ethereum aux alentours des 15 milliards de dollars. Ethereum, franchement, c'est assez inquiétant. Le prix est inquiétant, la sous-performance est assez inquiétante, les volumes sont inquiétants, il se passe vraiment pas grand chose. ETF, c'est plutôt un bid pour l'instant. Donc, moi, vous savez que je suis pas du tout bullish Ethereum sur du long terme. Ça va être intéressant de voir peut-être au bull market s'il y aura pas un swap, comme on appelle ça, j'ai oublié. Une crypto qui va remplacer Ethereum à la deuxième place du marché, ça va être intéressant de le voir, mais voilà, au bout d'un moment, là on est en train vraiment de lui demander de montrer des signes de force, parce que ça commence à dater. Equilibrium, j'ai laissé cette page, mais je ne vais pas vous la passer aujourd'hui, je ferai une vidéo update par rapport aux news qui se passent sur le projet et au prix. Mais très rapidement, on est toujours au prix à peu près, je crois qu'on est pile poil dedans. C'est le coût de revient pour les mineurs pour miner un token quill. On est vraiment pas loin. Ça dépend de quelques specs, mais voilà, on est on est en train de se stabiliser entre les 0,20 et les 0,25, comme tout le temps en réalité depuis la création du bridge. Ensuite, on a un article parce qu'il me semble qu'il y a eu hier la conférence annuelle de Apple pour présenter ses nouveaux projets.
la keynote, je crois que c'était la keynote. Moi je suis pas du tout un... J'aime beaucoup Apple, tous mes produits c'est d'Apple, sauf mon ordinateur fixe. J'aime bien cette marque, etc. Mais je suis pas comme les gens qui vont mettre des tentes devant les Apple Store et acheter tous les ans les iPhones, tu vois. J'achète tous les 2-3 ans, mais si je vois pas qu'il y a de changement, bah ça sert à rien si mon téléphone il continue de me fonctionner, quoi. Donc j'aime bien Apple, mais je suis pas, donc, on va dire, un maxi Apple en termes crypto. Et je voulais le passer parce que c'est intéressant et c'est un truc qu'on voit depuis quand même 1 ou 2 ans où c'est Apple qui commence à arriver à son plafond de verre et commence à avoir du mal à innover. Ils ont raté le coche par rapport à l'intelligence artificielle, ils ont essayé de se rattraper ou d'innover avec leur casque qui a fait beaucoup de buzz en réalité parce que c'est le premier produit du genre, mais qui pour l'instant n'est pas du tout victime de son succès, c'est super cher, et en réalité, je me demande pas si le timing est un peu trop tôt. Est-ce que c'est pas trop tôt pour l'humanité pour commencer à tous mettre des casques sur la tête et travailler là-dessus? Peut-être que dans 4-5 ans, tous les bureaux high-tech, etc., ils auront ça, mais pour l'instant, de ce que j'ai compris, c'est pas du tout le cas. Et par rapport au changement de l'iPhone, euh, à l'époque, entre l'iPhone 7, 8 et l'iPhone, je sais pas, 10, il y avait vraiment des changements, tu vois, les formes, tout changeait. Là, de ce que j'ai compris, ils ont juste rajouté un bouton, et les AirPods Max, ils ont juste rajouté une couleur, enfin bref, tout ça pour dire, ils ont du mal à innover de plus en plus, et moi, c'est quelque chose qui va m'intéresser de dingue, où je vais vraiment me renseigner tous les 3-4 mois, je pense, parce que je vais beaucoup m'intéresser à la cyclicité de la chose. Lorsque les gens, du coup, qui ont une génération au-dessus de moi, disaient à l'époque Nokia c'était indétrônable, ou BlackBerry, etc., c'était s'il y a des gens dans l'audience qui sont un peu plus âgés que moi, bah, vous savez, c'était vraiment des entreprises super solides, etc. C'était dans l'air du temps. Et je sais pas, en 5 ans, ça s'est fait détrôner et ils ont disparu à cause d'Apple, tu vois. Et aujourd'hui, les gens qui sont dans la vingtaine, trentaine, on se dit la même chose d'Apple. Et moi, j'ai hâte de voir si Apple va tenir ou si Apple, comme tout, aura une cyclicité et va se faire remplacer du jour au lendemain par une autre marque qui va prendre la place, etc. Et voilà, je trouve ça intéressant parce qu'aujourd'hui, dans la vision des gens lambda, on va dire, Apple c'est intouchable, ça reste sur le toit du monde. Et bah, au final, moi, j'aime bien penser que c'est jamais le cas, rien n'est jamais sûr. Une entreprise, la bourse a toujours été cyclique, donc c'est intéressant. Et je pense aussi ça, entre guillemets, pas je me réjouis, mais je me réjouis un peu de ça aussi parce que je ne le pense pas avec Bitcoin, tu vois. Les cycles, le prix est cyclique, mais la raison d'être, comment on allait dire ça, la fiabilité de Bitcoin, elle ne l'est pas, tu vois. Oui, ça peut aller de 60 000 à 20 000 dollars de manière cyclique, mais il n'y a pas pendant 10 ans un Bitcoin, les 10 prochaines années Bitcoin 2, etc. En tout cas, je pense que c'est une création de l'humanité qui va venir contre cette cyclicité ou qui va en avoir une énorme. Au lieu d'avoir une cyclicité de 10-15 ans, moi je pense vraiment que Bitcoin va durer pendant des siècles, tu vois. Peut-être 1 ou 2 siècles. Donc c'est vraiment pas la même chose et c'est lorsque je compare à ça que je me dis putain j'ai fait le bon choix et c'est excitant tout simplement. Donc voilà pour Apple. Ensuite, on a un article de Cryptost qui me dit ce qu'il ne faut pas manquer pour la semaine du 9 au 15 septembre. Alors là, et moi, il y avait des trucs qui servaient à rien, on s'en foutait, ça on s'en fout. Voilà, t'avais un unlock d'Ionet. Donc Ionet, c'est du Depin, c'est un VC coin. Hein. VC coin, donc c'est un coin qui est back par énormément de VC. Il y avait eu pas mal de buzz autour de ça. Le launch s'est fait il y a quelques mois. Et donc le projet, à la croisée de l'IA et de la Depin, libérera 2 millions de tokens, soit 2% de son approvisionnement. C'est pas rien, ce qui correspond à 3 millions de dollars. Et donc ça, c'est pas grand-chose. En réalité, je pense qu'il est passé à côté. Je le suis pas beaucoup ce projet parce que, en tout cas pour un gars comme moi, il n'y a aucun intérêt à de un dépenser du temps là-dessus, plus de quelques heures, et de deux surtout mettre de l'argent dessus. Euh, Lorsqu'on pense que je pense sur Tao par exemple, ça n'a aucun intérêt à aller sur Ionet, pardon, mis à part faire un petit move court terme pour essayer de gratter quelques pourcents, mais ça s'approche plus de la loterie et je n'ai aucune idée et aucune envie de le faire tout simplement. Mais bon, si vous en avez, voilà, soyez au courant qu'il y a un unlock à arriver. Et ensuite, le 12 septembre, on l'avait vu dans la vidéo macro, on a les ajustements de la Banque Centrale Européenne qui, elle, à l'inverse de la Fed, a bien contrôlé la chose, a pris un petit peu d'avance et maintenant a le temps tranquille de baisser ses taux de 25 points de base par 25 points de base et d'avoir une image qu'elle contrôle la chose, en tout cas plus que ce qui se passe de l'autre côté de l'océan aux États-Unis. Ensuite, on a un article de Cointelegraph qui nous dit que les conseillers en gestion de patrimoine adoptent les ETF BTC plus rapidement que jamais. Donc, selon Bitwise. Donc après, ça vient. Faut se dire qu'on est un peu biaisé, puisque déjà nous on est dans le marché de 1, et de 2, ça c'est quelqu'un qui est aussi dans le marché qui dit ça. Ça aurait été bien d'avoir ce genre de déclaration par quelqu'un de purement neutre, on va dire. Mais en gros, il répondait à une critique de je ne sais plus qui disait que au final ça marchait pas tant que ça. Et en réalité, oui, ça marche beaucoup. T'as beaucoup de conseillers
en gestion de patrimoine qui disent à leurs clients de mettre quelques pourcentages sur BTC. Et en fait, c'est tout ce qu'on imaginait durant les 6 mois avant les approbations des ETF spot. Ce qu'on s'imaginait, c'est en train de se réaliser. C'est que tout simplement, petit à petit, au fur et à mesure que les conseillers, que les gestionnaires, etc., ils s'habituent à Bitcoin, ils se rendent compte de ce que c'est, bah, qu'ils voient un à un leurs voisins, leurs concurrents proposer ça, gagner des sous, et au final que ça devienne les meilleurs marketeurs de Bitcoin. Et je pense clairement que ça va continuer dans ce genre, ça va continuer cette dynamique dans 3, 4, 5 ans. Alors peut-être pas au bear market, mais plus tard, je pense que ce sera courant d'avoir au moins 10% en Bitcoin, quoi. Et c'est un truc de ouf. En fait, c'est un truc de ouf. Quand les gens ils vont se mettre à épargner en Bitcoin, bah déjà, ça va être la meilleure décision pour eux. Mais ensuite, ça va faire une demande de dingue pour le marché. Et forcément, ceux qui seront arrivés avant eux, et bah, ils vont s'en tirer avec quelques profits, c'est clair. On passe maintenant sur la partie analyse technique. On commence avec Bitcoin qui nous a fait une jolie impulsion hier. On voit que là on a fait une sorte de V-bottom si on regarde que ça, ou si ça on fait une sorte de W avec un bas plus haut que le précédent bas. Et c'est en train de valider notre épaule tête épaule inversée, c'est ce qu'on voyait, hein, et on est en train de regagner la zone des 57. On va dire en réalité c'est plus les 58 000 $. Je l'ai placé un petit peu trop bas, ma résistance. La grosse zone c'est les 58 000 $, et on voit que c'est là où on commence à rentrer dans le volume. Tu vois. Là le volume profile, le gros du volume, le pic, il est à 67 000 $. Donc c'est pour ça que je disais que c'est pas fait encore, c'est pas fait. Là on arrive sur du gros, sur du solide, et pour pouvoir casser ça, moi je pense qu'il va falloir, il va en falloir pardon, de la demande. Et pour l'instant, j'ai du mal à imaginer une grosse percée à 75 000 $, tant qu'on n'a pas les news macro qui suivent avec, et le temps de bien les digérer. Donc voilà, on arrive sur le plus gros. Je pense que on peut considérer comme une confirmation bullish le moment où on consolidera au-dessus des 61 000, 62 000 $. Lorsqu'on sera ici, on sera au milieu de tout ce grand range. Et si on consolide ici, on sera en plein dans le volume profile et on pourra dire ok, là c'est bon, on pourra essayer de considérer qu'on a trouvé notre zone de point bas locale en tout cas. Et sinon, lorsqu'on regarde l'accumulation de wick-off traditionnelle, est-ce que je peux vous la mettre à côté? Hop, c'est vraiment plutôt clean. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve. Alors, de manière générale, ça se fait après une tendance baissière. Ok, soit. Maintenant, disons que les mains intelligentes, les whales, aient décidé d'accumuler à ce niveau-là, après une impulsion haussière, c'est la vie, puisqu'on parle quand même de variation de 10, 15, 20%. On a la création de notre range, STB ici, on a notre spring, STB pas, ici, pardon, on a notre spring juste ici, ensuite on vient retester, c'est exactement ce qu'on a fait, et ensuite on remonte, et la target, c'est de faire des nouveaux sommets et le haut du range. Donc, ça sent quand même plutôt bullish. Donc overall, je suis plutôt bullish. Je trouverais que ce serait une grande démonstration de force qu'on viendrait réaccumuler et stabiliser ici durant les prochains jours. Vraiment, s'il y a ça, selon moi en tout cas, ça veut dire qu'on a une forte demande sur le marché, à voir ce qu'il en est. Et si on valide l'épaule tête épaule inversée, bah évidemment, ce serait très bullish pour les mois à venir. Mais bon, en gros, dans tous les cas, je suis bullish pour la fin d'année, mis à part grosse récession. La question, c'est comme la dernière vidéo, est-ce qu'on va venir mécher juste ici avant, ou est-ce qu'on va directement aller target le haut du range? Dans tous les cas, qu'on fasse à peu près ce qu'on veut, si on fait des ronds, si à la fin on finit au-dessus, moi ça me va, tu vois. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous passer. Ensuite, il y avait Ethereum intéressant. Ethereum, quand je disais en intro de vidéo, il a encore du mal, tu vois. Il y a encore une jolie divergence haussière sur le RSI qui ne s'est pas manifestée pour l'instant. Elle nous amènerait logiquement au milieu de ce range, je vous en autour de 2600, 2700 $. Il y a une grosse zone de support qu'on n'a pas touché ici. Et moi, ce qui me dérange, comme je vous l'ai dit la dernière fois, c'est le fait de ne pas être venu chasser ces lots qui sont vraiment plus loin et qui, voilà, je trouve ça bizarre de ne pas venir chasser des lots qui sont aussi proches, quoi. Donc, à voir ce que ça donne pour Ethereum, mais qui hier, une fois encore, ça a été compliqué pour lui. On voit ici le ratio ETH-BTC, donc c'est la performance d'Ethereum par rapport à celle de Bitcoin qui a connu 3 jours de baisse. C'est ce que je vous disais hier, hein, hier BTC a surperformé Ethereum. Excusez-moi, j'ai failli éternuer. Mais après, à la faveur d'Ethereum, on est potentiellement sur une zone de support. On semble trouver enfin, putain, parce que là on s'enfonçait aux abysses, on semble enfin trouver une petite zone de support qu'on n'a pas beaucoup travaillé encore une fois, mais on est en train de la retester pour la 3e, 4e fois. Donc ce serait propice à un retournement de tendance et pourquoi pas aller revenir targeter nos bas du range qui sont ici, nos trendlines, nos anciens supports qui sont maintenant résistance, sont juste ici. Donc pourquoi pas. Est-ce que petit à petit on ne sortirait pas les altcoins, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, qui commencent
reprendre un petit peu de force, un petit peu de couleur par rapport à BTC. Est-ce qu'on n'aurait pas aussi Ethereum qui va suivre? Par exemple, le côté bullish des inflows de l'ETF qui pourrait venir après 4-5 mois, après le retour d'un marché vert, why not, tu vois. Donc voilà, même si c'est pas mon cas favori, j'aimerais bien. Ensuite, Tao, qui performe très bien quand même, moins bien que son concurrent l'Alliance là, mais qui reste quand même pas mal. On a regagné le niveau des 260 $. Alors moi j'ai fait mauvaise nouvelle pour moi, j'aimerais bien qu'il redescende fort parce que j'ai stop un trade à break-even au niveau des 120, chose que je fais très rarement. J'avais mis un trade, donc j'en ai mis un à 173, un à 220 et un à 260. Tu vois, des trucs comme ça. Et les deux là, c'était mes plus gros. À 173 à 220. Donc les deux là, j'étais en gain de, je sais pas, au top, à 330 $, on va dire. Là, j'étais à 24 000 et là, j'étais à, je sais plus, 14 000 $. Un truc comme ça. Et donc, les deux, j'ai mis des stop loss, pas des profits, mais des stop loss à break-even. Parce que je vais les garder sur plusieurs mois. Chose que je ne fais pas d'habitude. Parce que mon prix de liquidation, il est super bas. Il est à 120 $ ou à 130 $. Mais c'est con de perdre de l'argent sur un trade où t'avais un PNL à 15 000 $. Donc bref, et là on est venu se faire mécher pile poil à mon break-even. De toute façon, je vous le montrerai en détail lorsque je ferai ma vidéo sur Tao. Mais c'est con quoi, ça fait chier. Parce que là, j'ai eu un PNL rien que de maintenant de, je sais pas, 7 000, 8 000 $. Donc c'est un peu chiant. Bref, mis à part ça, c'est joli. Hein, comme BTC, on a l'épaule tête épaule inversée qui s'est faite valider. On a notre triangle descendant, on va arriver sur notre résistance, c'était comme ici avant qu'on explose, c'était comme la zone des 50 $ avant qu'on explose, c'est une pattern qui est familière à Bit&Sword, de 1 et de 2, à chaque fois qu'il explose, il le fait en amont du marché. Aussi, quand il est en forme, ça se sent, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin du marché pour pump. C'était le cas à 50 $, c'était le cas aussi ici, à chaque fois les plus grosses bulles c'était Bit&Sword. Et là on commence à revoir cette pattern là où mine de rien, il y a beaucoup de jours où on voit Tao qui prend de la place sur l'écran. Donc ça c'est clairement une bonne chose et ça me rend clairement bullish. Et on va attendre la dynamique Tao et voilà, hein. Sinon niveau news, voilà ce qu'il en est. J'ai toujours pas fait ma vidéo d'update dessus et elle arrive forcément. Un autre token de quel je suis pas extrêmement fan, c'est Render, mais quand même je pense que c'est quand même intéressant. Parce que pourquoi pas me diversifier un petit peu dans l'IA. Il a su se prouver comme étant leader du marché crypto et très bon performeur. Là, on est quand même sur un prix intéressant. On est à 5 $ quand le top il était à 13 $. Il reprend des couleurs aussi. Alors là, c'est sur résistance, donc je ne vais pas acheter sur résistance. Soit, je l'espère, il se fait rejeter, il revient toucher cette zone-là. Et dans auquel cas, je me fais un back spot, plus je prends un long dessus, ou alors il break out et il fait un pullback, et ici, je prendrai une décision. Mais c'est moins sûr que j'entre ici que ici. Même si déjà ici, je peux potentiellement rentrer, puisque Render, c'est du bon d'épine, et c'est quand même très très solide. C'est le leader, quoi. C'est plus fort que Akash, etc. Sachant que moi, j'aime Akash, j'aime bien Flux. Pourquoi pas avoir un peu du leader si le prix est intéressant. Et je pense qu'il l'est. Ensuite, on a Alephium qui a très bien résisté. Franchement, Alephium, je suis content. On a le hashrate, je vous le passerai aussi dans une vidéo update spécialisée pour Alephium. Le hashrate qui ne fait que augmenter. On était sur cette zone-là, c'était vraiment une zone parfaite pour le bottom, idéal. Moi, ma vidéo d'il y a 4-5 mois, je n'avais accumulé ici, je m'en souviens, sur la mèche, c'était revenu et il me semble en avoir repris pas loin d'ici, mais je suis pas sûr de ça, faut que je recheck. Et actuellement, on est sur notre gros support des 1,5 $, qui est aussi les 0,78 de Fibonacci. On voit que c'est clean en impulsion haussière. On vient retracer dans la zone de Fibo entre les 0,78 et les 786. On breakout, on pull back dessus. En plus, ça coïncide avec notre joli support. Donc clairement, c'est bullish. Et je pense clairement qu'il va surperformer le marché. Si le marché repart en hausse, Alephium, c'est un des projets sur lesquels je suis quand même très 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 confiant. Ensuite, quel autre graphique je voulais vous passer? Octa, j'ai racheté 2500 $ d'Octa, un petit peu en dessous, aux alentours d'ici, je pense. Donc c'est bon. Crypto jeu de DCA, on est sur des zones intéressantes et lui, il montre une résilience de dingue. Parce que oui, là, il a baissé un petit peu, mais lorsqu'il était dans cette zone-là, si vous regardez les autres graphiques, donc là, lui, il range beaucoup, mais les autres, ils se faisaient défoncer. Tous les autres projets, ils allaient vraiment vers la baisse de manière forte. Après, c'est un petit peu bizarre parce que les mèches sont énormes, mais tout le temps, partout. Vous gardez en tête que c'est une petite cape, donc le RR est intéressant, mais faut pas non plus que ce soit ta troisième plus grosse ligne. En tout cas, c'est ce que je pense. Mais voilà, donc je DCA, je continue, et pourquoi pas faire, peut-être ajouter encore 2 ou 3 000 $, si le cours me le permet, s'il reste dans la zone verte, en fonction de comment va le marché. Et Render, je voulais déjà passer. Du coup, écoutez, voilà pour cette petite vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao, ciao.